Romain Alavoine vous demande comment prendre en compte l'exposome professionnel dans une démarche de prévention, mais aussi comment l'utiliser. Alors oui, mais c'est tout à fait intéressant. C'est là où effectivement vous avez 30 secondes. La question du concept et puis de sa mise en œuvre concrètement au poste de travail. On commence déjà à faire de l'exposome quand si vous voulez, on rentre dans la démarche, par exemple, d'identification des risques professionnels dans l'entreprise. Pour moi, le document unique d'évaluation des risques professionnels, en tout cas sa démarche, on se place déjà dans une dynamique d'exposome, puisqu'on recense, si vous voulez, l'ensemble des expositions. Et a priori, on est aussi censé voir quelles peuvent être les interactions entre ces différentes expositions et se poser la question aussi de l'organisation du travail et de ses conséquences sur ces différents risques identifiés. D'ailleurs, Sylvain Métropolite nous dit « L'amélioration de la traçabilité des expositions aux agents chimiques dangereux n'est-elle pas une condition nécessaire au développement de l'exposome professionnel ?» Bonjour Sylvain, il a parfaitement raison. C'était pas téléphoné, mais il a parfaitement raison. Si vous voulez, on ne peut pas faire d'exposome si on ne mesure pas les expositions au poste de travail, si on n'identifie pas les expositions, si ce n'est au poste de travail, en tout cas dans le cadre professionnel. Donc oui, ça passe avant tout par une traçabilité des expositions, qu'elles soient individuelles ou collectives, ça c'est certain. Laurence Weibel, revenons-en à nos horaires atypiques. Question de Nathalie Audouard. Un rythme 6-4, donc 2 matins, 2 après-midi, 2 nuits, 4 jours de repos, est-il plus ou moins impactant finalement? Il était d'usage de dire que c'était mieux, car le corps ne s'habitue à rien, mais de nombreuses autres études ont probablement été menées, donc quid? Merci. Donc là, la demande, c'est sur la fréquence de rotation, c'est-à-dire 2 matins, 2 après. Sur le 6-4. Alors ça, on l'a souvent dit, on retrouve ça sur les brochures INRS, sur notre site internet. Les fréquences rapides, telles que celle qui est évoquée ici, sont plus favorables au maintien, au non-décalage de nos horloges biologiques et donc préviennent mieux de ces fameuses désynchronisations circadiennes qui sont toxiques potentiellement. Donc c'est bien moins impactant. C'est moins impactant. C'est moins pire. C'est ça, que les fréquences intermédiaires ou que les 3-8. Voilà. Alors, question de Daniel Drolet. Pourquoi les valeurs limites d'exposition des substances chimiques ne sont-elles pas adaptées en fonction des horaires atypiques, comme c'est le cas dans d'autres pays, notamment pour les horaires longs au-delà de 8 heures? Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec cette dame, mais c'est la question qu'on soulève, c'est-à-dire pourquoi effectivement toutes les mesures sont faites en journée pour des salariés diurnes. Enfin, c'est vraiment les questions que je souhaitais soulever avec mon exposé. Donc voilà. C'est un monsieur, c'est Daniel, c'est un prénom épicène, mais c'était un monsieur. Catherine Brugnot et Philippe Duquesne, on va revenir dans notre fromagerie. On s'inquiète du sort de la personne licenciée pour inaptitude. Céline Brodbeck vous demande quelle réparation pour les salariés exposés et notamment la personne licenciée pour inaptitude. Est-ce que ça, vous le savez ? Alors, sur ce cas-là particulier, non, honnêtement, je ne le sais pas. Si on parle de réparation de façon plus générale, comme je l'ai dit, donc, il y a un tableau qui existe, un tableau de maladies professionnelles, le 66 bis, mais qui prévoit bien les pneumopathies d'hypersensibilité. Donc, si c'est une autre pathologie, donc on ne va pas rentrer forcément dans les tableaux, et à ce moment-là, à certaines conditions, on peut éventuellement être reconnu via le système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, c'est-à-dire celui qui doit passer par le passage devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et c'est lui qui va statuer en fonction des éléments qu'il y aura sur les expositions et sur le parcours professionnel de la personne. Mais c'est une action personnelle qui doit venir de la personne licenciée. Ah oui. Plusieurs questions de Christelle Monnier. S'il y avait des représentants du personnel, à aucun moment il n'a été fait de remontée avant que ces intérimaires ne se saisissent du sujet. C'est une question. Est-ce un manque de formation, de connaissance des risques ? Je pense surtout que c'est peut-être quelque chose qui n'était pas... Je te regarde aussi pour savoir si toi tu as la même approche, mais c'est peut-être quelque chose qui n'était pas forcément dit. Moi j'ai eu cette impression. J'ai eu cette impression quand on est intervenu dans l'entreprise. Voilà, ils avaient ça, ils en parlaient à la limite, juste les opérateurs entre eux, de temps en temps, mais pour eux, ça rentrait, comme souvent, même pour d'autres professions, ça rentre en fait dans le déroulement normal de leur travail, et puis ça passe le lendemain, et puis et voilà, et on passe à autre chose. Philippe Duquesne, que mentionnait le document unique? Il y avait quelque chose? Alors, il y avait du risque biologique. On n'a pas vu la totalité du document.
CO2 était évoqué, mais pas forcément classé comme substance particulièrement un problème dans cette entreprise. Je pense que ça a été une surprise pour eux quand même, ces niveaux de CO2. Ouais. Question de Solène Bison, puis je vous poserai également la question de Léa Galmard. Quels moyens de protection ont été mis en œuvre et Léa Galmard nous demande si le port du masque durant cette tâche peut diminuer les risques. Alors c'est la tâche de brossage, j'imagine, des fromages. Oui, bien entendu. Le port du masque peut diminuer cette tâche. Cela dit, c'est toujours la solution ultime, la protection individuelle. Et on a presque tout essayé pour effectivement plutôt adopter des moyens de prévention collective avec de la ventilation générale. Sauf que dans ces caves, on ne peut pas épurer l'air, puisque l'air est essentiel, en tout cas tel qu'il est, il est essentiel à l'affinage des fromages. Donc on a beaucoup travaillé sur ces solutions. Faire de l'organisationnel en déplaçant les postes de travail, compte tenu des troubles musculo-squelettiques qui étaient déjà identifiés dans l'entreprise, c'était forcément déplacer les problèmes. Donc on a plutôt travaillé effectivement sur, plutôt l'entreprise du coup a travaillé sur des automatisations de tâches avec peut-être du capotage ou voire une modification du produit avec des souches moins couvrantes et moins on va dire émissives en termes de brossage. Voilà. Oui, elle a mis en œuvre quand même un certain nombre de mesures. Enfin, en tout cas, elle a été active dans la recherche de mesures. Par exemple, le brossage manuel, à 2 reprises, ils ont fait des essais pour voir s'ils pouvaient le remplacer par du brossage automatique. Voilà. Et puis, les dernières nouvelles, effectivement, c'est carrément une remise en question de leur procédé de fabrication. Catherine Brugnot, une surprise qui donne lieu à une question de Stéphanie Triquet. Avez-vous fait appel au laboratoire de la CARSAT ? Pourquoi cette stratégie ? En fait, on avait déjà, alors je vais être honnête, transparente, on avait déjà travaillé avec Philippe. Voilà. On avait déjà travaillé avec Philippe sur d'autres sujets, des années avant. Et puis, assez naturellement, je me suis effectivement retournée vers toi et en te demandant. Et puis, il y avait aussi la collègue de Paris qui avait été Tout aussi Et puis, il faut reconnaître que cette problématique d'exposition des travailleurs du fromage à ces moisissures est assez ancienne et on était quand même relativement étonnés qu'il n'y ait pas eu d'action beaucoup plus d'envergure pour essayer de travailler en prévention sur ce sujet. Donc on a un peu saisi cette opportunité en disant on va choisir ce cas d'école entre guillemets qui est un peu malheureux certes, mais pour rebondir, et c'est ce qu'on a fait dans le cadre d'une étude qu'on va lancer. D'ailleurs, une autre question a été posée dans le chat, mais la réponse a été donnée immédiatement. Si une autre fromagerie est intéressée, qui doit-on contacter? Sa CARSAT, l'INRS Alors non, vous pouvez contacter l'INRS puisqu'il y a une étude qui démarre, une étude d'envergure qui vise effectivement à améliorer les connaissances, c'est notre mission, sur les expositions et notamment les polyexpositions dans les fromageries. Là, on a un cas CO2, moisissure, mais il y aura sans doute de l'ammoniac et peut-être d'autres choses. Caractériser aussi les éléments de prévention qui sont dans l'entreprise et à terme travailler avec la profession pour travailler sur des recommandations. Et donc on peut contacter mes collègues Patricia Batté et puis Sullivan Lechêne qui pilote cette étude à l'INRS. Et Philippe Poinduquesne, Voilà, par exemple. Cela étant, la CARSAT peut tout à fait relayer. Il y a pas de la CARSAT du territoire concerné. Oui, tout à fait. On est bien d'accord. Question pour Laurence Weibel. Alors, il faut que je la retrouve, la voici, c'est une question de Jean-Michel Wendling. Les substances chimiques ont-elles, pour certaines, été montrées interférant directement avec la mélatonine? Les substances chimiques. Alors, bonjour Jean-Michel, on se connaît bien. D'accord, c'est question intéressante. En fait, il y a très très peu d'études d'interaction avec la mélatonine. Je pense à cette étude ancienne de l'équipe de Reinberg sur les anesthésiques qui entrait effectivement qui était pris en compte, mais ça fait partie des choses à évaluer. Mais après, la mélatonine n'est qu'un marqueur de l'horloge. Ce qui nous intéresse, c'est l'impact des produits chimiques sur l'horloge. Merci M. Wendling d'avoir posé la question via le chat. Question de Christelle Monnier pour M. Bastos. Comment prendre en compte les différences qui existent entre les valeurs seuil ou valeurs limites, selon qu'on se place du côté santé publique ou santé au travail? Alors, ça va être essentiellement ce qu'on appelle en fait les valeurs toxicologiques de référence ou les valeurs limites d'exposition professionnelle. J'imagine que la personne qui pose cette question fait référence à ces différences. Ça va être essentiellement... Les méthodes de construction sont assez similaires. En revanche, c'est vrai que les facteurs, on va dire,
d'incertitudes vont être parfois un peu différents, aussi en fonction du corpus de données qu'on a, et puis probablement ce qu'on appelle le point de départ, en fait, l'effet considéré qui va être un peu différent en fonction de la population dont on parle, qui va être un peu plus homogène sur une population de travailleurs et beaucoup plus large, avec des personnes en bas âge, des bébés, des femmes enceintes et des personnes plus âgées, selon qu'on parle de la population générale. Mais c'est essentiellement des différences de cet ordre-là. Et la dernière question, toujours pour vous, Monsieur Bastos, question d'Elage Salikou Marico. Est-ce qu'il est possible de mettre en œuvre le concept d'exposome dans le cadre d'une intervention de courte durée à l'échelle d'une entreprise? Ils sont prêts, hein, ceux qui nous regardent. Ça, c'est malheureusement pas moi qui vais pouvoir vous répondre. On n'a pas ce genre on n'accompagne pas d'entreprise. Donc, en tout cas, j'imagine que oui, le concept d'exposome, ça reste un concept. Si vous voulez, à un moment donné, c'est s'interroger, si vous voulez, sur les déterminants des expositions, les expositions qui existent, les déterminants des expositions, en essayant d'avoir la focale la plus large, c'est-à-dire en s'intéressant, y compris d'ailleurs parfois aux relations contractuelles qu'il peut y avoir entre une entreprise et un donneur d'ordre, sur le contexte économique dans lequel évolue l'entreprise, qui peut avoir des conséquences in fine sur la manière de travailler et donc les expositions. Donc c'est à voir, si vous voulez, c'est un réflexe de s'interroger très en global, au-delà du poste de travail, pour essayer de déterminer l'ensemble des expositions et leurs conséquences sur la santé. Merci Henri Bastos de l'ANSES, merci beaucoup à Laurence Weibel de l'INRS, merci à Philippe Duquesne et Catherine Brugnot, vous mangez toujours du fromage, pas de problème.